Ne pouvons malheureusement pas être présent physiquement avec vous aujourd'hui à Ars. Je suis néanmoins heureux de pouvoir vous rejoindre grâce à la technique et de pouvoir passer quelques moments avec vous. Je vous salue cordialement et je vous souhaite la bienvenue à Ars. Pour commencer, je tiens à vous faire savoir combien le projet de Maison d'Alliance me tient à cœur. Très peu de temps après mon arrivée dans le diocèse de Boléars, il y a ça maintenant 10 ans, j'ai eu cette intuition qu'un béguinage aurait toute sa place à Ars. Aujourd'hui, providentiellement, l'association diocésaine dispose de locaux tout à fait adaptés à la création d'un béguinage. Et je me réjouis donc de voir mon intuition pouvoir prendre corps dans un projet concret. Alors, Monseigneur, le projet va se concrétiser à la Maison Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, comme vous pouvez le constater, la Maison Saint-Jean est située au cœur même du sanctuaire. Les personnes qui y habiteront bénéficieront de la proximité immédiate de la basilique et également du rayonnement d'un séminaire, d'un foyer sacerdotal et de plusieurs communautés religieuses. Ces personnes auront la possibilité de participer aux nombreux temps de prière qui sont proposés quotidiennement au sanctuaire. Et ceux qui le souhaitent pourront également venir renforcer l'équipe de bénévoles et contribuer d'une manière ou d'une autre à l'accueil des pèlerins et à la vie du sanctuaire, selon leurs compétences, leurs goûts et leur temps disponible. Alors, Monseigneur, quel est l'intérêt d'un béguinage, d'un projet de béguinage? Eh bien, je tiens à souligner particulièrement la pertinence d'un béguinage plus que jamais en raison du contexte social et économique dans lequel nous vivons présentement. Il me fait urgent de donner toute sa place à la dimension spirituelle de notre existence et à la fraternité authentique qui en découle, avec la solidarité concrète et la sobriété joyeuse que cela génère. La Maison d'Alliance offre cette opportunité. J'en rends grâce et remercie par avance ceux qui donneront un beau témoignage d'espérance en choisissant cette formule d'avenir, ici, à l'école de Saint-Jean-Marie-Vianney. Quels sont les souhaits que vous voulez adresser aux personnes qui sont présentes aujourd'hui à Ars? Eh bien, je me réjouis de votre présence à chacun, chacune, ce matin. Celle-ci manifeste l'intérêt que vous portez au projet de la Maison d'Alliance, dont j'espère que la réalisation verra le jour sans tarder maintenant. J'espère aussi que vous serez nombreux à faire partie de ceux qui se lanceront dans cette belle aventure. N'oubliez pas que Saint-Jean-Marie-Vianney a une charité active. Il y a 200 ans, il a ouvert des écoles, il a ouvert des orphelinats afin de répondre aux besoins de son époque à lui. Aujourd'hui, il vous soutiendra pour cette nouvelle initiative destinée à répondre aux nouveaux besoins de notre société contemporaine. Merci et bonne journée. Merci bien. Monsieur le maire, j'ai vu est passé, je ne sais pas s'il est... Ah pardon, voilà, d'accord. Bon, parce que... Il est prévu qu'il prenne la parole pour nous dire comment dans le village il y a une écoute, une entente, une complémentarité. Voilà, on en a déjà parlé, c'était sous le mode hypothétique, mais là, comme ça se réalise, ça devient intéressant, donc je me suis dit que c'était intéressant qu'il puisse prendre la parole. Après ce qu'a dit notre évêque, je ne vois pas comment rajouter beaucoup de choses sur le côté technique, mis à part, de ma part, comme prêtre et pasteur ici, la réjouissance de voir une sorte de bouillonnement de vie chrétienne là. L'avantage de ceux qui ont passé 60 ans, c'est que leur vie, ils la connaissent et ils sont heureux d'avoir vécu tels événements ou douloureusement marqués par d'autres événements. Mais justement, il y a un fruit de grâce qui est là. Je pense que eux peuvent porter quelque chose d'important et non pas être reçus ou vus comme un poids de vieillesse apporté par les autres. Non, il y a un bouillonnement de grâce, de vie éprouvée et qui peut aussi être la preuve de quelque chose. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a un fruit important à apporter à Ars, somme toute. Il y a aussi, dans Ars aussi une situation de village, d'intérieur d'un village. Les facilités
sanitaires, les facilités médicales, les facilités aussi commerciales, etc. Et tout ça, ça a amené aussi à se développer s'il y a en même temps un bouillonnement et une présence active de certains qui, tranquillement, continuent à assumer leur vie jusqu'au dernier moment. Voilà. Donc c'est en même temps une joie chrétienne et humaine de pouvoir voir bouillonner un accueil, une rencontre, une fraternité de cet ordre-là. Voilà. Et si jamais notre mère arrive à se sortir du téléphone, je lui donne la parole. Voilà. Je comprends très bien, c'est pas du tout un reproche. Hein. Voilà. Voilà. Je sais pas. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire en gros. C'est du genre bienvenu, quoi. Bon, on va faire un petit réglage de voix. Est-ce qu'on m'entend bien au fond ou pas? D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je vais commencer par vous présenter donc le projet de Maison d'Alliance. Donc ce projet s'incarne et s'inspire des béguinages dont vous avez beaucoup entendu parler au cours des précédentes interventions. Donc je vais un petit peu essayer de vous éclairer sur ce qu'était un béguinage. Elisabeth, est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Prenez le micro, peut-être. Ah oui. Je ne sais pas, est-ce qu'il est branché? Est-ce que c'est mieux? Non. Oui. Alors, je me dis sœur. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et bon, là, d'accord. La technique va tenter de suivre. Chez moi. Voilà. Parfait. Donc le béguinage, c'est la source d'inspiration des maisons d'alliance. Donc je vais beaucoup parler de maisons d'alliance. Et les maisons d'alliance trouvent leurs sources et leurs origines dans le béguinage. Donc le béguinage, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est apparu en Flandre pour des raisons pratiques, on va dire, puisque des femmes se retrouvaient seules ou veuves, et qu'à l'époque, au temps du Moyen-Âge, on peut le regretter, mesdames, mais les femmes étaient filles d'eux ou femmes d'eux, et donc quand elles étaient seules, elles étaient en danger. Ça, c'est une des premières choses. Comme les congrégations religieuses étaient pleines, l'intuition est venue, il leur a été proposé de se regrouper, donc pour pouvoir être en sécurité. Donc à la base, le béguinage en Flandre, tel qu'il a été institué au départ, sont des femmes qui se sont regroupées, qui vivaient ensemble le soir. La journée, elles avaient chacune des activités variées, mais le soir, elles se retrouvaient au béguinage, elles fermaient la porte à clé, tchac tchac, et elles étaient en sécurité. Donc c'est vraiment le cœur du projet, plus une vie, bien entendu, on est dans il faut imaginer qu'on est au Moyen-Âge, dans le cœur de la chrétienté, donc il y avait bien entendu une vie religieuse, mais le cœur du projet vient de là. Donc nous, Maison d'Alliance, on s'est inspiré de ça, on s'est inspiré des béguinages, avec ce modèle de béguines qui vivent chacune de manière autonome. Et c'est vrai qu'on s'est dit, aujourd'hui, il y a un véritable besoin, pour des raisons variées, de, on va dire, réinstaurer le concept du béguinage, mais qui serait plus dédié aux seniors. Voilà, donc aujourd'hui, on en a parlé, tout le monde en est conscient, mais il y a un véritable souci au niveau de la cellule familiale, au niveau aussi de la valorisation de la performance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener des seniors à se dire aujourd'hui, à quoi je sers? Voilà, ça. Les enfants sont tous, pour la plupart, dispersés. Il peut y avoir une véritable solitude qui s'instaure. Alors ça, c'est pour le côté un petit peu défavorable. Par contre, il y a aussi un côté très favorable. Le côté très favorable, c'est qu'on vit plus longtemps, et qu'on vit plus longtemps en bonne santé. Donc ça c'est intéressant. On a une espérance de vie en bonne santé qui s'allonge. Il y a aussi, voilà, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on a une perte de la vie de quartier, on a beaucoup d'endroits où des personnes âgées peuvent ne voir personne ou quasiment personne, là où il y a quelques décennies, il y avait une vie sociale de quartier, des gens qui prenaient soin les uns des autres, et ça, malheureusement, ça s'est pas mal perdu. Donc on a de nouveaux besoins en matière de projet de vie, et donc, voilà, merci.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a quelques questions qui naissent de ces constats. La première, c'est comment on peut lutter contre l'isolement et la solitude. Ça, c'est une vraie question. Ensuite, pouvons-nous encore avoir des projets? Quand on avance en âge, on peut se dire, est-ce qu'on peut encore mener à bien des choses, etc. Est-ce qu'on peut rester chez soi si on va moins bien? Voilà, ça c'est aussi une vraie question. On a tous en tête les malheureuses expériences de certaines personnes dans des EHPAD. Donc le sujet de où est-ce que je vais finir mes vieux jours, est-ce que je vais pouvoir rester à mon domicile, aujourd'hui c'est dans la tête de tout le monde. Malheureusement, voilà, on a eu des cas qui nous ont dit que c'était compliqué. Voilà. Et le bien-être est-il compatible avec l'âge? Et donc ça, je vais en parler dans les slides suivantes. Donc nous, on a beaucoup échangé avec le docteur Olivier de la Doucette, qui est un gériatre, qui avait remis en son temps un rapport sur le bien vieillir à Nora Berra. Et en fait, il a beaucoup étudié justement la question du bien-être et de la vie des aînés. Il en tire plusieurs conclusions. Une des premières, c'est qu'on ne peut pas vivre d'une vie heureuse si on ignore toutes ces dimensions. Et donc les dimensions, elles sont sociales, elles sont spirituelles, elles sont psychologiques. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Ensuite, on n'est pas fait pour vivre seul. Alors, ça paraît comme ça un peu facile à dire, mais l'homme, d'ailleurs, Dieu n'a pas créé qu'un homme, hein, il a créé un homme et une femme. L'être humain a besoin d'autres personnes pour vivre et surtout pour pouvoir avoir des échanges, des stimuli intellectuels, une vie sociale. Et donc l'amitié là-dedans, l'amitié c'est une des principales sources quotidiennes d'émotions positives. C'est important ça, parce que ça joue après hein, sur le dynamisme, sur plein de choses. Alors, une autre chose aussi, la maîtrise de la responsabilité. Comment on garde les rênes de sa vie? Voilà. Un des phénomènes qui est très connu, malheureusement, qui est un des points défavorables de ce qu'on peut vivre dans des établissements médicalisés, c'est qu'on perd le contrôle de sa vie, on perd la maîtrise de sa vie, et on a ce qu'on appelle le phénomène de glissement. On n'est plus responsable de son emploi du temps, on n'est plus responsable de ses activités, et au fur et à mesure, on s'interroge sur son utilité, on peut malheureusement tomber en dépression, et puis éventuellement, malheureusement, il peut y avoir des décès prématurés. Alors, ça, c'est vraiment le noir du tableau, mais en tout cas, l'importance de la responsabilité et de la maîtrise de sa vie. Voilà. Pour ceux qui connaissent la logothérapie, docteur Krankel, très intéressant, quelqu'un qui a passé du temps en camp de concentration, et donc il était déjà à l'époque dans le médical et il s'interrogeait, et il se demandait, tiens, les gens qui arrivaient là, donc où lui était aussi, hein, il voyait que les personnes qui mouraient en premier en camp de concentration, c'était pas les plus faibles. C'est pas forcément les gros fortiches avec des gros bras qui arrivaient, qui étaient plutôt en bonne santé en arrivant, qui s'en sortaient. Les personnes qui s'en sortaient, c'est les personnes qui avaient des perspectives, les personnes qui avaient des projets. Et donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que nous, on a à cœur de garder cette dimension au sein de nos maisons d'alliance, que les personnes puissent avoir des projets, et puissent se projeter, et continuer à avoir une bonne estime de soi, et à pouvoir être dans une vie, même si elle n'est pas active, comme on peut l'appeler pour des personnes qui travaillent, en tout cas une activité ou des activités dans la vie. Donc on a un petit peu résumé le propos du professeur de la Doucette, et il insiste aussi sur la vie intérieure. Voilà, ça c'est important. La vie spirituelle, on a souvent tendance à ne pas la considérer. Alors bon, ici je suis devant des gens qui se sont rendus à une réunion de maison d'alliance au sanctuaire d'Ars, donc je pense que cette dimension elle est bien consciente chez vous, mais même pour des personnes qui s'intéressent à la question
et qu'ils ne le regardent pas d'un point de vue religieux, mais qu'ils le regardent d'un point de vue médical, pour eux c'est aussi important. Voilà. Donc les grands principes des maisons d'alliance qui du coup ont vocation à répondre au principal point qu'on a vu en amont. Donc le premier, c'est vivre chez soi et ensemble. Le projet de maison d'alliance qui s'est inspiré des béguinages modernes n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, si je puis dire. Il est le fruit d'échanges entre mon associé Thierry Prédignac et un groupe de seniors. Parmi les points primordiaux attendus, le premier, c'était de continuer à vivre chez soi. Ça, c'était vraiment important. Et c'était un souhait qui était exprimé. Il ne voulait pas de la coloc, il voulait vivre chez soi. Mais ensemble. C'est-à-dire qu'il voulait une proximité. Ça, c'est vraiment important. Et donc, nous, on s'est énormément inspiré de ça pour justement le modèle des maisons d'alliance. Donc, le deuxième, ça répond aussi au fameux, éventuellement, phénomène de glissement, qui est de rester aux commandes de sa vie. Quand on est chez soi, on décide de son emploi du temps. Alors, on est dans un groupe, on peut faire des activités communes, c'est aussi le but des maisons d'alliance, mais on décide ce que l'on fait. Voilà. Nous, on s'occupe de 2 maisons d'alliance et mes associés s'occupent d'une dizaine de béguinages. On n'arrive pas auprès d'un groupe de seniors en disant demain vous allez faire, je ne sais pas moi, un atelier couture et puis ça sera tous les mardis de 15h à 17h. Si jamais on fait ça, on se fait jeter. Donc on ne le fait pas. Puisque les gens qui sont venus chez nous sont venus justement pour rester aux commandes de leur vie. Donc c'est bien eux qui décident des activités. Donc nous, dans notre cadre associatif Maison d'Alliance, on propose, mais les gens disposent. Alors, une réelle solidarité portée par notre foi commune, ça c'est important, je redévelopperai plus tard, mais c'est évident que dans un projet où on a une charte de vie, où on est dans un vrai lieu spirituel, on est porté par la foi. Voilà. Et c'est important parce que le vivre ensemble, c'est comme la vie quotidienne. Donc on va avoir de temps en temps des petites frictions, on va avoir des petites insatisfactions, et donc c'est important de pouvoir se remettre sous le regard de Dieu, de pouvoir échanger un pardon mutuel et de repartir. Voilà. Et ça, on a de la chance, parce qu'il se trouve qu'en plus, c'est dans une religion de l'incarnation, et dans un endroit où, semble-t-il, quelqu'un a donné beaucoup de pardon à beaucoup de pénitents. Donc on est plutôt bien situé pour ça. Une ouverture au quartier et aux autres, nous, on est vraiment extrêmement favorable et extrêmement attentif à ce que la Maison d'Alliance soit un lieu d'inclusion. Alors, l'inclusion, c'est un mot qui est utilisé beaucoup. L'idée est vraiment que les gens qui viennent vivre en Maison d'Alliance participent aux autres associations et aux autres activités dans le village. C'est important parce que si on ne fait pas ça, on peut vite se retrouver en vase clos. Et le vase clos, c'est le bocal, c'est bon pour les poissons rouges, mais il n'y a pas de poissons rouges dans la salle. Là. Donc voilà, c'est vraiment... on a à cœur de faire découvrir les associations ou les activités qui sont dans le territoire et qui permettent aux personnes de faire des rencontres. Ça peut être une fête des voisins, voilà, typiquement à Francheville, j'aime bien citer cet exemple parce que c'est assez joli. Les gens de la Maison d'Alliance de Francheville ont été invités par l'immeuble d'en face pour la fête des voisins, et ils ont rendu l'invitation avec barbecue, pétanque, etc. Quelques mois plus tard, et donc on a des liens qui se créent. Donc les gens ont une vraie vie sociale à l'intérieur de la Maison d'Alliance, mais ils ont aussi une vie sociale propre, si je puis dire, auprès d'autres habitants du quartier, auprès d'autres associations. Donc là, vous avez un petit aperçu de ce qui peut être la vie en Maison d'Alliance. Hein. Donc on est dans des logements de type F2, F3 ou studio. La plupart, c'est surtout du T2, puisque c'est ce que nous demandent la plupart de nos résidents. Une autogestion des espaces communs et de la vie ensemble, c'est ce que je vous expliquais. Il n'est pas question de dire aux gens de leur donner un programme de leurs activités, il est plutôt question de favoriser tout ce qui peut créer une activité et un lieu de vie commune, si je veux dire. Donc il y a toujours un foyer dans nos maisons d'alliance. Dès que c'est possible, il y a un parc ou un jardin. Et l'idée, c'est de favoriser
tout ce qui peut créer du partage et du lien. L'élaboration de la charte de vie, puisque les gens qui viennent nous rejoindre signent une charte de vie. Ça, c'est, on va dire, le point un peu non négociable. Alors, la charte de vie, pour le coup, elle est discutée. Il y a une base, mais c'est un peu la constitution de la Maison d'Alliance. C'est important. C'est notre code des pirates à nous. Voilà, c'est vraiment important. Alors, dans les possibilités, hein, il est possible d'avoir des soins et de l'hospitalisation à domicile. Donc les logements ne sont pas médicalisés, ils sont médicalisables. Voilà. Donc on peut très bien finir ses jours en maison d'alliance. Hein. Alors ça dépend bien sûr des cas. Hein. Je ne vous donne pas des vérités toutes faites. Hein. Chaque cas peut être différent. On a eu le cas à Perpignan d'un béguin qui est décédé au béguinage. Il était en cancer de phase terminale, donc il était chez lui. Il avait l'équipe médicale qui passait régulièrement pour le goutte à goutte et tout ce qu'il fallait au niveau des soins. Et par contre, il a eu la chance d'être entouré par les résidents qui au départ faisaient une papote quand il pouvait parler, qui après lui tenaient la main, récitaient un Je vous salue Marie, etc. Donc voilà, on est dans un cas où la personne a pu vivre jusqu'au bout chez elle. Voilà. Donc ça c'est possible, c'est pas toujours possible, en tout cas ça fait partie des possibilités. Voilà. Donc là, je vais aller assez vite hein, parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors la phrase du milieu est intéressante, hein, c'est parce que il ne suffit pas de décréter que nous allons en solidaire pour le devenir vraiment. Il y a il y a un véritable apprentissage. Alors ça peut faire sourire hein, de dire qu'on va apprendre certaines choses à un certain âge, mais je crois qu'on peut apprendre tout au long de sa vie. Et on le voit nous à travers nos béguinages et nos maisons d'alliance qui ont pris un peu de bouteille. Il y a un véritable apprentissage de la vie de groupe et de la vie commune. Puisque tous ces projets peuvent parfois paraître très beaux sur papier glacé. Après, il faut l'expérience de la vie, il faut savoir surmonter quelques tensions, voilà, c'est comme dans une vie d'amitié ou comme dans une vie de couple. Hein. Il y a les épreuves qui aussi vont parfois fragiliser, parfois fortifier la vie du groupe. Donc c'est important de l'avoir en tête. Nous, on ne dit pas que quand les gens viennent chez nous, tout est parfait. Non, c'est pas vrai. Ça reste la vie avec des difficultés. Donc après, la question, c'est comment on exprime ses désaccords, comment on arrive à surmonter ses frustrations, et comment on garde une vie de groupe qui est agréable. Donc bon, ça c'est pareil, on va aller assez vite puisque j'en ai déjà pas mal parlé. Hein. Les liens sociaux ont un effet positif sur la santé, donc ça c'est le professeur de la Doucette, mais ça a été repris dans beaucoup de rapports. Hein. Aujourd'hui, tous les rapports et tout toute la démarche d'habitat inclusif, ils vont tous dans le même sens. C'est évident que ça a un effet bénéfique et c'est recherché. Hein. L'entourage aussi, hein, donc on s'aperçoit que les gens qui ont une vie sociale active ont une durée de vie plus longue et puis une vie surtout plus appréciable et plus agréable. Alors là vous avez une photo j'aime beaucoup cette photo puisque c'est des résidentes de Francheville, donc la Maison d'Alliance de Francheville, qui ont fêté Noël. À chaque fois que je vois l'assiette, ça me donne faim. En plus elles avaient fait une belle décoration. Donc je résume ce que j'ai déjà dit. Hein, donc vouloir rester aux commandes de sa vie, hein, ça fait partie des piliers. Choisir une vie fraternelle et solidaire, le tout en s'appuyant sur une foi partagée, ciment du béguinage. Donc là voilà, ici on imagine bien avec le sanctuaire toutes les belles interactions qu'il pourra y avoir, que ce soit en termes de bénévolat, on va dire pour le côté un petit peu Eros, et puis le côté agapé où on pourra recevoir avec tous les offices qu'il y a, peut-être aussi éventuellement demander si on peut avoir une lectio divina. Voilà, on imagine bien toutes les belles choses qui pourront se vivre à Ars au cœur du sanctuaire.
Alors, quelques questions sur la vie en maison d'alliance. Alors, à quel âge? Ah, alors est-ce que c'est de 7 à 77 ans comme sur les jeux de société? Donc, nous, on ne met pas tellement de curseur d'âge. En fait, c'est pas tellement l'âge en tant que tel qui va nous guider. Ce qui va nous guider, c'est la disponibilité pour les temps de vie communs et surtout l'adéquation, ou en tout cas l'envie de vivre ce qui est proposé. Ça répond très clairement, le projet Maison d'Alliance répond plutôt à un public de seniors. Donc on est plutôt sur des personnes qui ont passé la vie active, en tout cas qui sont plus en activité professionnelle. Maintenant, on n'est pas non plus arc-bouté là-dessus. On peut très bien avoir quelques résidents en maison d'alliance qui sont toujours en activité. C'est pas, ce qu'il faut, c'est avoir du temps pour pouvoir participer à la vie de groupe. Et ensuite, en termes de, on va dire, limite d'âge un peu haute, la seule chose qui ferait qu'on ne pourrait pas recevoir quelqu'un, ça serait des gros soucis cognitifs. Voilà. On a beau savoir que la vie en maison d'alliance et en béguinage, puisqu'on a du recul, a un effet positif sur le maintien en bonne santé. On ne fait pas les malins. Quelqu'un qui a un Alzheimer en stade avancé, ou peut-être un Parkinson très fort, ça serait compliqué de le garder en maison d'alliance, c'est évident. Pour une raison très simple, hein, c'est la sécurité aussi des autres membres. Donc il n'y a pas tellement de limite d'âge, mais il y a une vraie attention à est-ce qu'on va pouvoir recevoir la personne dans de bonnes conditions et est-ce qu'elle va pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Voilà. Donc quelle santé, on peut très bien être avec un déambulateur ou une canne ou autre et être bien en maison d'alliance, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Ce qu'il faut, c'est voilà, il faut pouvoir continuer à être autonome, à pouvoir faire je sais pas moi, sa cuisine, ses courses, etc. Alors après, on peut toujours imaginer, bien entendu, un portage de repas et autres, hein. C'est pas, on est chez soi, hein, donc on peut bénéficier de l'aide à domicile comme on l'aurait n'importe où ailleurs. Ça change pas. Mais c'est vrai que le cœur du projet est quand même le maintien de l'autonomie, donc on essaie de faire en sorte que les gens continuent à faire ce qu'ils faisaient chez eux, donc son ménage, ses courses, sa cuisine, etc. Et les revenus, on essaye aussi d'être le plus proche du tarif local, on va dire, en termes de loyer. Alors, je sais qu'on m'a posé la question tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, au niveau des montants de loyer. Mais on essaye vraiment d'avoir à l'esprit ce côté être assez proche des montants de loyer de la zone, sachant qu'on a toujours des espaces partagés qui ne sont pas loués, hein, donc c'est des espaces qui coûtent parce qu'en fait ils sont aussi rénovés, mais qui ne rapportent pas parce qu'ils sont pas loués. Donc parfois il y a une petite différence de 1 ou 2 euros grosso modo, mais c'est l'idée, hein. Donc on est vraiment sur des loyers pas forcément sociaux, mais en tout cas on essaie de faire le maximum pour être sur des loyers accessibles. Ah, voilà une belle slide. Donc là on a un petit peu tous les mots valises pour le vivre ensemble, puisque c'est pas évident, hein, comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment... alors pour certaines personnes ça peut être très facile, et puis pour d'autres ça peut être très compliqué. Donc nous on a à cœur d'essayer de faire en sorte que les personnes s'expriment, que les choses soient dites. On travaille pour ça. Chaque maison d'alliance a ce qu'on appelle un accompagnateur ou une accompagnatrice. Je vais en parler un petit peu après. Mais on a à cœur qu'il y ait une réunion une fois par mois, qui soit une réunion, j'aime bien l'appeler le devoir de s'asseoir du groupe. Pour les gens qui connaissent le devoir de s'asseoir en couple, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que le groupe se réunit au moins une fois par mois avec cette accompagnatrice. Et alors après, ça peut être pour
lancer des projets, mais ça peut aussi permettre que chacun s'exprime et de favoriser que justement les choses soient dites et qu'on ne soit pas dans l'effet cocotte minute où les gens ne s'expriment pas et qu'au final ça explose. Et donc au cours de ces réunions, voilà, savoir dire les choses, le respect, parfois des personnes vont très mal prendre une chose qui pour d'autres vont être anodines. Et ça fait vraiment partie du travail de l'accompagnatrice. Nous on le voit à Francheville, ça fait maintenant 18 mois que l'accompagnatrice mène des réunions. Et il y a vraiment un travail qui est fait avec des fruits et des personnes qui acceptent plus facilement que d'autres puissent penser différemment, que les choses peuvent être un petit peu perçues de manière différente. Donc ça c'est vraiment... c'est un petit peu le... J'ai envie de dire que cette slide, elle rassemble un petit peu tout ce qui est... toute la difficulté de ce projet. Voilà. Les projets, ils ont toujours des dimensions architecturales, financières, puisqu'il faut rénover des gros bâtiments, ça coûte très cher, ça peut être compliqué, il y a des normes, etc. Donc tout ça est assez compliqué, mais somme toute, tout ça, on finit toujours par, au fur et à mesure, en venir à bout. La nature humaine, et on est fait comme ça, hein, donc la difficulté parfois de vivre le quotidien, ça revient toujours. Donc là, vous avez à peu près les 3 acteurs qui interagissent au niveau de chaque maison d'alliance. Hein. Donc on a ce qu'on appelle un gardien veilleur, je vais y revenir après, un accompagnateur et l'association maison d'alliance. Vas-y, vous pouvez... Donc le gardien veilleur, c'est quelqu'un qui n'est ni un gardien ni un veilleur comme son nom l'indique. C'est un peu un mixte, on l'a appelé comme ça, mais c'est assez impropre, mais c'est un mixte des deux, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la notion de chacun. On n'a pas de personne qui soit là à temps plein. Le gardien veilleur, c'est quelqu'un qui va faire une permanence, 2 ou 3 permanences par semaine, et qui va être là pour vérifier que tout se passe bien. Voilà, quand on met une veille sanitaire, une attention à la sécurité, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, aller rencontrer les résidents assez régulièrement pour vérifier que tout se passe bien. Voilà. Donc, il peut aussi aider sur des démarches sociales, il peut piloter des petites réparations, ou signaler, ou recevoir un plombier, que sais-je. Enfin voilà, il y a toutes ces petites choses dans le gardien veilleur, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un veilleur de nuit, il n'y a pas de veilleur de nuit en maison d'alliance, hein. Et c'est pas un simple gardien d'immeuble qui ne va s'occuper que de menus réparations. Hein, son rôle est plus important que ça. Donc l'accompagnateur, j'en ai un peu parlé, hein, donc voilà, pour nous c'est l'expert du vivre ensemble, hein, et qui va donc mener à chaque fois des réunions. Il peut aussi, dans certains cas, être un confident. Voilà. Certaines personnes ont besoin de temps en temps de parler, de vider leur sac, de partager des problèmes, de demander de l'aide face à certaines situations. Donc ça peut être la personne idoine. Nous, on laisse cette possibilité. Donc c'est pareil, hein, c'est pas obligatoire, on est au courant, enfin on ne sait pas ce qui se dit, mais il peut faire des permanences et recevoir certains résidents pour les aider ou pour les écouter. En dernier lieu, mais ça c'est vraiment en dernier lieu, si vraiment il y a un gros conflit entre 2 personnes, ça peut arriver, il peut faire office de médiateur. Ou on peut demander un médiateur extérieur à la maison d'alliance si on estime que c'est plus approprié. Donc l'association Maison d'Alliance, hein, vous l'avez compris, c'est elle qui est garante de la bonne vie de la Maison d'Alliance. Hein, donc c'est nous en dernier ressort qui vraiment on chapeaute, si je puis dire, le gardien veilleur et l'accompagnateur. L'idée, on est guidé par la charte de vie et par le projet de vie initial. Hein. On est vraiment là pour le maintenir dans le temps, pour pas que ça dérive, et pour que les personnes qui soient là puissent bénéficier de ce pourquoi elles sont venues. C'est important. Donc, l'association est gardienne et garante du projet de vie. Ça passe par des réunions de travail sur l'appropriation de la charte de vie. Ça passe aussi par la transmission des codes du vivre ensemble, le choix du gardien veilleur et de l'accompagnateur, leur formation.
et puis leur suivi dans le temps long, puisque après il faut vraiment continuer dans le temps long, la gestion des difficultés, et après on se propose avec l'association Maison d'Alliance de trouver des interlocuteurs pour faire des choses un peu spécifiques. Alors ça peut être de la gym douce, ça peut être des ateliers mémoire, ça peut être de la nutrition. En fait, nous, tout ce qui va pouvoir permettre aux personnes de se maintenir en bonne santé et qui parfois nécessite l'intervention de professionnels qui ont étudié la chose. Par exemple, voilà, ça paraît bête à dire, mais un atelier de gym douce, il faut savoir ce qu'on fait faire, ce qu'on ne fait pas faire. Donc nous, on a l'habitude de travailler avec des associations comme Ciel Bleu ou autres qui ont vraiment une expertise en la matière. Et donc souvent, les activités, on ne va pas venir expliquer à un groupe de seniors comment on fait du jeu de société ou comment on fait du jardinage. On n'a aucune valeur ajoutée là-dessus, et les gens savent souvent bien mieux que nous comment ça fonctionne pour ces choses-là. Par contre, si on peut avoir des contacts avec des associations qui ont une expertise, un savoir-faire sur des sujets qui aident au maintien et à la préservation de l'autonomie, là, pour le coup, on va essayer de les rencontrer. Si on s'aperçoit qu'il y a des belles choses à faire, on va vous le proposer en disant, ben voilà, on aimerait bien mettre ça en place, est-ce que ça vous intéresse, combien vous êtes, etc. Et après, on cherche des financements. Donc les ressources de l'association, hein, il y en a 2 ou 3, enfin, au moins 3 on va dire. Donc il y a une cotisation mensuelle qui est de l'ordre de 39 € à peu près par mois. Donc ça paye une petite partie du gardien veilleur. Ensuite, on a des subventions, on essaye d'en avoir. Alors ça peut être auprès de fondations. Par exemple, pour Francheville, ça fait maintenant à peu près une petite année qu'ils ont un atelier avec Ciel Bleu justement sur de la gymnastique adaptée. Et on a sollicité la Fondation Caisse d'Épargne qui nous a accordé 3 000 € pour financer cet atelier. Après, ça va être des dons, du mécénat. Souvent, on en profite quand on fait des travaux. On dit aux entreprises, attendez, vous faites des travaux, vous payez des impôts, c'est dur ça. Pourquoi vous ne feriez pas un petit don à l'association Maison d'Alliance? Voilà. Bref, du coup, on essaye d'avoir des subsides de manière variée. Donc voilà un petit peu pour le côté association. Donc c'est important à savoir, hein, chez nous, chaque résident est membre de l'association Maison d'Alliance. Voilà, important. Donc la charte de vie, là vous avez un tout petit extrait de celle qui a été faite pour Massac, hein, qu'on adapte pour chaque maison, on va éventuellement l'adapter. Il y a des grands principes communs, mais on adapte la charte systématiquement. Il y a des points qui sont un petit peu non négociables et puis d'autres qui peuvent varier en fonction des lieux. Voilà. Donc moi je suis disponible maintenant pour vos questions. Est-ce que monsieur le maire veut dire un mot? Je peux, parce qu'après je suis pas disponible. Eh bien allez-y tout de suite, et puis les questions on fera juste après, si ça ne vous dérange pas les questions. Hein. Bien, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Voilà, sur cette venue à Ars, donc des Maisons d'Alliance, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je me ferai donc une idée avec le temps. J'ai noté, alors c'est parce que ça me porta pendant la réunion, mais je note tous mes questionnements, il y en a un petit peu, et c'est pas le sujet du jour. Hein. Donc je les garde et je verrai en fonction de l'évolution de ce lieu. Ce que je vais dire, c'est que donc sur le côté positif d'aujourd'hui, c'est que ce bâtiment n'est pratiquement pas occupé, et l'ensemble du village est constitué de plusieurs bâtiments qui sont donc soit au sanctuaire, soit donc à la Société Jean-Marie Vianney, et cela fait plaisir de voir un bâtiment qui demain sera occupé. Donc ce bâtiment sera occupé, ça apporte de la vie à Ars, ça apporte des citoyens qui vont pouvoir échanger avec l'ensemble du village. Ce village qui aujourd'hui va prendre une direction importante. Hein. Il y a des choses qui vont se produire dans les années futures, et je dirais plutôt ces années prochaines, d'extension pour faire donc dans ce village un vrai lieu d'un pôle médical. Vous savez qu'on a la chance d'avoir 4 médecins généralistes
mais qui aujourd'hui sont dans des lieux qui ne leur correspondent plus, qui ont besoin d'une évolution et d'agrandir ce pôle médical. Donc dans les années à venir, vous aurez la création dans ce village d'un espace dédié à l'ensemble des professions médicales qui sera relativement important, puisqu'aujourd'hui on peut dire qu'il sera entre 400 et 500 mètres carrés. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc tout cet ensemble, avec cette population nouvelle, pourront vivre à Ars et on aura les services en conséquence. Alors aujourd'hui, aussi, la vie du village, au centre de notre village, sur lequel vous avez vu, il y a une requalification. Aujourd'hui, il faut y rapporter de la vie, rapporter des commerces, rapporter des échanges. Et donc, je pense que tout cela va participer. Je pense que dans l'année à venir, on va commencer à avoir de nouveaux commerces dans ce village. Et donc, les gens vont apprécier d'être dans votre structure et apprécier ce qui existera dans notre village. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc, j'espère que votre projet se réalisera concrètement, mais je pense que ça va être le cas maintenant. Voilà. Et merci à vous de m'avoir invité. Merci, monsieur le maire. Nous aussi, on espère que le projet s'incarnera, comme on dit chez nous. Alors, il y a des questions. Monsieur ? Première question, quelle serait la capacité d'accueil du centre? Première question. Deuxième question, vous parliez tout à l'heure de calquer les loyers sur les loyers environnants. Est-ce qu'on parle bien des loyers de logement nu, de loyers d'EHPAD, de loyers de service? Et enfin, dernière question, qui reste le propriétaire des murs? Donc je vais répondre à vos 3 questions. La première question sur le nombre de logements. Aujourd'hui, au niveau de la dernière étude, on est de mémoire à 18 logements. Donc il y aura 18 logements dans ce bâtiment. La deuxième question, c'était par rapport au loyer, à savoir quel était le comparatif des loyers. On parle bien de loyer de logements nus. On ne compare pas à des EHPAD que nous ne sommes pas, ni à des résidences-services que nous ne sommes pas non plus. Donc ça, c'est la deuxième question. Et il y avait une troisième question sur la propriété du bien. Pour le moment, le bien appartient au sanctuaire. Pour l'instant, c'est parti pour rester la propriété du diocèse. Nous, les maisons d'alliance, on n'a pas vocation à récupérer la propriété des bâtiments où on est. On a vocation à faire vivre le projet de maison d'alliance. Alors, est-ce que c'est des bénévoles au niveau des charges? Est-ce que c'est des bénévoles, les médecins veilleurs Alors, le gardien veilleur et l'accompagnateur ne sont pas des bénévoles. Ils sont rémunérés par l'association Maison d'Alliance. Ben, attention, ce ne sont pas non plus des salariés. La plupart du temps, ce sont des auto-entrepreneurs, des gens qui habitent à côté, qui peuvent avoir un profil d'auxiliaire de vie pour le gardien veilleur, un profil de médiateur familial pour l'accompagnatrice. Après, nous, on les forme à ce qu'on veut qu'ils soient, mais en tout état de cause, on paye, puisque c'est le fond de votre question, on paye ce qu'on utilise, ce qui fait que comme ce sont souvent des auto-entrepreneurs, ils ont plusieurs activités, et nous, on paye ce qu'on consomme. Aujourd'hui, le modèle qu'on a, qui justement va un petit peu, pas l'antithèse, mais qui est très différent de ce que proposent les EHPAD, où là, vous avez une grosse structure, avec beaucoup de permanents et des vrais médecins qui sont là tout le temps. Nous, au contraire, on est sur de l'accueil de personnes seniors autonomes, qui souhaitent préserver leur autonomie, et de fait, plus on met de personnes, plus on est aidé, et moins on conserve son autonomie. C'est un peu une histoire de paradigme. Donc nous, on est une structure, on va dire, légère au niveau de l'accompagnement, et donc on fonctionne comme ça. Après, si on a besoin de se tourner vers le CCAS ou vers une structure, la personne peut aussi demander de l'aide à domicile, c'est-à-dire qu'après chacun est chez soi. Si jamais ça se complique et qu'il n'y a plus possibilité de continuer à faire ses courses ou autre, alors on va se rapprocher de la famille, des enfants, voir comment on fait, est-ce que cette personne peut percevoir l'APA, comment on s'organise, etc. Mais l'association, elle fonctionne comme ça. Alors d'abord, madame, oui. J'ai 2 questions. Quand cette maison ouvrira-t-elle ses portes? Et compte tenu du fait qu'il y a d'autres bâtiments à rénover à Ars, y aura-t-il une 2e maison d'alliance ici? Alors la première question sur la nature, la durée des projets,
En règle générale, ce sont des projets qui mettent entre 18 mois et 2 ans. Guère moins. Alors après, ça va dépendre un petit peu de la vitesse à laquelle on lance un peu tout ça, mais j'ai pas de réponse aujourd'hui à date extrêmement précise. Voilà, la moyenne de nos projets, c'est 18 mois, 2 ans. Ça peut aller plus vite, mais c'est souvent, il y a un permis de construire, il y a un temps d'instruction de permis, et puis après il y a un temps de travaux, donc c'est, grosso modo, c'est... La deuxième question, il y a d'autres bâtiments, est-ce qu'il y aura une deuxième maison d'alliance? Aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre, je ne sais pas si ça serait opportun ou pas, donc ça après, je ne peux pas vous répondre à la deuxième question. C'est ce que disait Monsieur le maire, c'est pour ça que je vous pose la question. Il disait qu'il y a d'autres bâtiments... Oui, non, mais après, des bâtiments, dans l'absolu, il y en a un peu... Madame. Comment est-ce que le diocèse va financer cette construction? Alors, le diocèse... ça, c'est... Des gens, par exemple, qui vont investir dedans Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre sur la nature de financement qui sera pris par le diocèse. Moi, je suis là pour présenter le projet de maison d'alliance. Est-ce que le diocèse fera appel à des investisseurs, à des donateurs? Ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. C'est une question qui est pour l'économe, et ce sera lui d'y répondre en son temps. Monsieur. Oui, bonjour. Moi j'ai plusieurs questions effectivement. Est-ce que quand même, à la plus petite louchette, vous pouvez préciser ce que serait le montant d'un T2 ou d'un T3, grosso modo en tout cas? Je pense que c'est forcément une question qui intéresse chacun. Et puis une autre question, vous parlez de 18 logements, vous avez 25 demandes, c'est un cas d'école. Quel est le critère? Est-ce qu'il y a une priorité géographique? Est-ce qu'il y a une priorité chronologique? Est-ce que, comme c'est quand même comment dirais-je, en filigrane, un projet chrétien, est-ce qu'il faut un certificat signé par le recteur du sanctuaire? Donc quoi, on est... Enfin, je fais exprès de caricaturer, mais c'est pour comprendre un petit peu, puis peut-être vous gagner du temps dans les futures explications. Alors, sur les niveaux de loyer, aujourd'hui, et vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes, puisque vous êtes un petit peu au courant qu'on est dans un contexte un tout petit peu inflationniste, avec des tout petits soucis sur les prix des entreprises, etc. Grosso modo, sur un T2, on doit être à peu près à 550 € hors charge. À peu près. Hein. Et un T3, je dirais que plutôt 750, choses comme ça. Enfin, je vous dis ça de mémoire. J'ai regardé hier parce que je savais qu'on allait me poser la question, mais c'est vraiment histoire d'avoir une... Des surfaces à peu près, T2, T3. Alors un T2, on est autour de entre 40 et 45 mètres carrés, et un T3, on est vers 60 mètres carrés, choses comme ça. Et il y a des studios, on est autour de 28 mètres carrés. Et le prix, je dirais 350, mais voilà. Ça, c'est la première question. La seconde, c'est sur les critères. Ah oui, les critères. Alors, le premier critère, comme je l'ai dit, donc j'insiste là-dessus, c'est l'adéquation avec le projet de vie. Maintenant, si on a plusieurs personnes qui, on va dire, ont les mêmes envies, ont les mêmes dispositions par rapport au projet de vie, il est évident qu'à un moment donné, on regarde qui renvoie son dossier en premier. Ça fait partie d'effectivement... quelqu'un qui aurait tout de suite fait le nécessaire, etc., pourquoi il ne passerait pas prioritaire? Et enfin, la dernière question, hein, c'était le certificat de baptême du Père Griveaux. Nous, on n'a pas de... Enfin, aujourd'hui, dans l'église, il est évident que des gens... Quelqu'un qui viendrait ici, qui me dit, bon, moi, vous me fatiguez un peu avec vos histoires de banlieusserie, etc., laissez-moi tranquille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre ensemble et le maintien de l'autonomie. Je lui dirais, écoutez, j'ai des associés, ils font des béguinages. Ces béguinages ne sont pas dans des lieux religieux. Je vous mets en relation. Après, j'ai envie de vous dire, les gens qui rentrent, une fois qu'ils sont rentrés, aujourd'hui à Francheville ou à Massac-Serrand, dans les résidents, il y a des gens qui sont plus, on va dire, une foi plus incarnée, plus quotidienne que d'autres. Et ça, moi, je ne suis pas là pour vérifier qui va à la messe ou pas. Hein. L'Église laisse les gens libres. C'est pas à Maison d'Alliance d'aller vérifier s'ils sont allés à la messe ou pas. Donc ça, clairement, on ne fait pas. Et donc après, voilà, ça va être aussi... Normalement, quand on crée une résidence, il y a ce qu'on appelle une phase de sélection des candidats. Alors, quand je dis sélection, c'est pas
t'es bien, t'es pas bien, etc. C'est toujours dans cet esprit de dire est-ce que les gens sont en adéquation avec le projet de vie? Puisque notre expérience, c'est que quand les gens viennent là parce que les enfants ont préféré les mettre, etc., c'est des gens qui sont frustrés, c'est des gens qui sont casse-pieds, et finalement, ça profite à personne. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est vérifier que les gens qui viennent vivre en maison d'alliance, c'est vraiment eux qui le souhaitent, et pas un enfant, une frère, etc. Et qui sont au courant de ce qu'il va s'y vivre. Donc souvent, on a deux phases. On a une phase un petit peu questionnaire pour connaître la personne, où là, c'est juste les maisons d'alliance qui vont envoyer un questionnaire qui sera retourné avec un échange téléphonique qui nous permet de voir, ok, cette personne-là, elle habite là, etc., machin, ouais, pas de souci. Et après, on a une deuxième phase qui est un entretien, on va dire, incarné, souvent qui se trouve à proximité ou dans le lieu qui va être vécu. Et là, il y a une personne des maisons d'alliance. Souvent, il y a un accompagnateur ou une accompagnatrice qui sera ou ne sera pas l'accompagnateur définitif, mais en tout cas quelqu'un qui est une tierce personne, qui a une psychologie assez fine pour un petit peu essayer de sentir un peu les personnes. Et souvent, il y a une personne du lieu qui reçoit. Donc, je sais que chez les bénédictines, c'est Mérabès qui le fait, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Ça pourrait être quelqu'un qui serait désigné par le père Griveaux pour assister à l'entretien. Et en fait, donc les personnes, on échange, on essaye de connaître les gens, et puis à la fin, les trois personnes se disent est-ce qu'il y a un problème ou pas, s'il y en a un, on discute, et voilà, comment ça se passe. En complément, il y a des aspects géographiques aussi qui ont été évoqués. Est-ce que justement dans les critères, effectivement, le projet de vie, l'environnement, est-ce que le critère géographique peut jouer aussi? Alors, très concrètement, on préfère. C'est-à-dire que si des gens viennent habiter en maison d'alliance à Ars et qui nous disent bah oui, votre projet me plaît, etc., et puis en plus j'ai ma fille qui est à côté, on préfère. Voilà. Si les gens se déracinent complètement, c'est pas rédhibitoire, on va pas dire non, mais c'est juste qu'on va se poser la question, ok, est-ce qu'il y a des gens dans le coin que la personne connaîtrait ou pas, etc. Et c'est pas rédhibitoire, c'est juste que c'est un point d'attention, c'est pas un critère de sélection, c'est un point d'attention. Dans le projet ici à Ars, il y a quand même une particularité, j'aimerais qu'on puisse l'aborder. Il y aura quelques chambres réservées à des prêtres âgés qui donnent une coloration quand même autre que les autres maisons d'alliance peut-être. Première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai parlé du bénévolat qui va être possible avec le sanctuaire qui a d'immenses besoins de trouver des nouveaux bénévoles. Voilà, donc c'est vraiment des personnes qui seront très... Alors, pour le fait qu'il y ait des prêtres qui vivent dans la maison d'alliance, donc nous, il faut être clair, chaque maison d'alliance, et c'est ce qui rend mon métier passionnant, chaque maison d'alliance a son caractère propre. À Francheville, on a 2 résidentes qui sont des religieuses. À Massac-Serrand, on est au sein d'une congrégation avec pas mal d'échanges. Chez les bénédictines de Belmont-Tramonnais, les gens qui viennent, ils viennent vraiment vivre mais c'est un bâtiment de l'abbaye, donc ils sont à côté de bénédictines qui sont cloîtrés, avec plusieurs offices tous les jours. Et donc ici, dans un lieu, un sanctuaire d'Ars, un sanctuaire Saint-Jean-Marie-Vianney, le patron des prêtres de tout l'univers, des curés de tout l'univers. Et donc il y a des logements qui seront réservés, 2, 3, quelque chose comme ça, pour des prêtres aînés. Donc effectivement, après, je ne crois pas que les prêtres mordent, non. Normalement non. Donc voilà, ça sera à prendre en compte. Et effectivement, il y a toujours cet aspect de bénévolat, de rendre service à la communauté qu'accueille. Je sais que nous, chez les bénédictines, pas très loin, à Belmont-Tramonnais, il y a aussi cette idée que les personnes qui viennent s'installer, et c'est dit de façon très clairement pendant l'entretien, etc., il y a une véritable attente de la communauté. Et ici, c'est pareil, il y aura une attente du sanctuaire. Et donc, ça fera partie des choses qui seront évidemment dites, que le sanctuaire aussi attend des gens qui seront à la fois qui pourront profiter et en même temps qui pourront aider. À ce propos, justement, j'ai eu 3 noms, 2 sûrs, 1 en attente, de personnes d'Ars, me disant, moi ça m'intéresse, je suis en location à tel ou tel endroit, je préférerais largement être dans la maison d'à côté, pourquoi pas. Et des gens qui sont engagés, 50 ans passés, ou choses comme ça, quoi.
c'est pas des étudiants de 18-20 ans, c'est non plus des personnes qui ont atteint les 70 ans pour lesquelles la perspective de vie n'est pas la même. C'est quelqu'un qui veut vivre et qui s'engage déjà, qui est dans le métier et qui en même temps est bénévole, peut s'engager, etc. localement. Ce qui peut être vrai aussi pour quelqu'un qui habiterait à 10 km, qui arrive ici et qui découvre en effet que, d'accord, il bénéficie avec joie pour lui, on l'espère, de ce qui se vit spirituellement, mais qui disent, bah, tout compte fait, j'ai encore de la force, je peux très bien donner un coup de main de tel ou tel côté. Voilà. Par exemple, il y a un petit jardinet derrière, s'il a envie de couper les rosiers, il coupe par les rosiers, c'est super, content. Madame. Oui, on signe un bail, c'est un bail qui est signé, donc les ressources sont étudiées. Oui, en fait, il n'y a rien de très mystérieux. En fait, c'est à peu près la même chose que si vous signez un bail avec X ou Y, c'est un bail de logement nu. Alors, il y a une particularité, hein, c'est qu'il y a une convention avec l'association. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit qui est un vrai lieu de vie. Et donc, vous avez dans le bail la mention de l'association et le fait que vous êtes adhérent à l'association. Mais sinon, pour le reste, j'ai envie de dire, non, ça reste quand même assez simple. On m'a posé la question des charges tout à l'heure. Enfin, il y a une question de charge qui a été posée. Les charges, vous allez retrouver à peu près les mêmes que dans un bâtiment standard. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des charges d'électricité des communs, d'entretien des communs, et puis vous allez payer votre abonnement à votre box internet comme vous payez chez vous. Enfin, là-dessus, c'est quand même assez simple. Hein. S'il vous plaît, monsieur, les personnes, elles peuvent avoir des aides de l'État, tout comme quand elles sont chez elles. Oui, les personnes peuvent avoir les mêmes aides que si elles sont chez elles. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier des APL, des personnes qui auraient à toucher l'APA éventuellement pourraient le faire aussi. Non, ça c'est, vous êtes chez vous, vous voulez vous faire livrer une pizza, c'est comme à la maison. Hein. Vous appelez le livreur de pizza, il vient, il lit la pizza, il s'en va. C'est pareil pour les APL, c'est pareil pour les aides, c'est pareil pour. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et au niveau des handicapés, est-ce qu'il y aura des appartements pour handicapés? Alors, en fait, les appartements, ils sont tous au plus près prévus pour ce qu'on appelle joliment PMR, donc personnes à mobilité réduite. Et donc ça, vous avez l'espèce de cercle de fauteuil roulant sur chaque plan. Ça ne veut pas dire que tous les logements seront PMR, mais en tout cas déjà tous les logements s'en rapprochent le plus possible. Et après, voilà, donc la cabine de douche, on fait en sorte que ce soit le plus au sol possible. La porte, elle fait forcément 90. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que. Alors après, pour que ça soit PMR, parfois il faut qu'il y ait le cercle du fauteuil roulant d'un côté et de l'autre du lit. Enfin, c'est assez. Mais en tout cas, il y a toujours des logements PMR et en toute façon, pour tous les logements, on se rapproche le plus possible des caractéristiques PMR. Et il y a un ascenseur aussi, hein. Donc rez-de-chaussée, ascenseur, etc. Est-ce qu'il est possible aussi d'être sous tutelle et d'avoir un appartement? Ça arrive. Vous pouvez redire la question? Oui, on me demande si c'est possible d'être sous tutelle et d'avoir un appartement. Donc c'est possible. Il y a des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitent pas continuer à s'occuper de leur compte en banque, etc. Donc nous, c'est pas tellement quelque chose qu'on va regarder ça. Voilà. Ça peut arriver. Est-ce que chaque personne aura son compteur d'eau, son compteur d'électricité? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y aura une chapelle ou un oratoire, comme là en ce moment? Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des lieux communs pour tous. Voilà. Alors, sur les questions très pratico-pratico, sur l'électricité, le compteur d'eau, aujourd'hui, je ne vais pas vous répondre là-dessus. Parce qu'on est vraiment, on va dire, on est en étape de faisabilité pour une étude d'architecture. Donc, il y a encore des questions techniques qui ne sont pas réglées. Mais ce qui est sûr, c'est que soit vous aurez un compteur propre ou un sous-compteur propre, soit il y aura une répartition, il sera faite. Donc ça, pour ce qui est de la chapelle, aujourd'hui, non. Tel que le projet est prévu, il y a une grande chapelle qui s'appelle le Sanctuaire, qui est juste à côté. Il n'y aura même pas d'oratoire. Non, je ne pense pas. En tout cas, après, le foyer qui est prévu, on peut très bien imaginer qu'il y a un coin qui soit un oratoire. Pourquoi pas? Ça, c'est pas... Non, mais je sais bien qu'on a... Vous connaissez l'abri Saint-Jean, qui est cette salle où on peut se réunir en groupe. Il y a les toilettes et derrière, il y a un garage double qui est prévu de être transformé en chapelle, qui demandera un certain travail et investissement aussi. Mais ce n'est pas dans le projet Alliance, hein, c'est pas dans le projet Alliance, c'est dans le bâtiment dont nous avons la pleine charge et la pleine activité. Et donc, il est prévu un oratoire à cet endroit-là, tout à fait. Et on demeure dans l'espace clos, entre guillemets, de la maison Saint-Jean.
Maintenant, en effet, il y a quelques grandes chapelles derrière. Et alors, au passage, on veut garder toujours la chapelle de la Providence comme lieu de silence. Donc vous savez qu'il y a toujours un lieu de silence, même au temps des grands passages de pèlerinage. Et ça, c'est en annexe. Alors, madame. Il y a des lieux communs. Ah oui, pardon, les lieux communs, j'ai pas répondu. Oui. Alors oui, il y a toujours, alors buanderie, non, je crois pas, en tout cas, il y a toujours un foyer, ça c'est évident. Alors le bâtiment n'est pas non plus, enfin, il n'est pas petit, il n'est pas non plus immense. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est en termes de, on va dire, locaux partagés, c'est le foyer, le jardin derrière, et puis devant, il y a tout cet espace aussi qui pourra permettre de faire des activités. Avec un ascenseur. Avec un ascenseur, évidemment. Madame. Est-ce qu'il y aura des chambres prévues pour l'accueil d'amis et de passages comme ça se fait ailleurs? Oui, alors à voir. Ça c'est possible. Nous, ça dépend clairement des endroits où on est. Parfois, il y a des hôtelleries, donc on n'en met pas forcément. Là, je vous avoue, pour l'instant, au point où on en parle, je ne peux pas vous répondre. Et le stationnement des voitures? Pareil. Ça sera à l'extérieur? Joker, ça sera certainement à l'extérieur, enfin je pense. Ah bon? Pas à l'intérieur? Mais il y aura peut-être une place PMR ou autre pour des pauses minutes ou pour quelqu'un qui... Mais en tout cas, on ne fera pas... Enfin, si on fait rentrer une vingtaine de voitures. Par exemple. Oui, voilà. Il faudra prévoir une salle pour stocker au moins des vélos, des choses comme ça? Oui, oui, tout ça, on le verra, mais là aujourd'hui, on est vraiment sur une présentation de projet. Hein. Faut-il faire parvenir un dossier aujourd'hui si Non. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer... normalement, on a le mail de chacun. Quasiment, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un mail à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion, en leur donnant un petit peu la démarche de se manifester auprès de nous, pour qu'on puisse justement envoyer le questionnaire, etc., et commencer à échanger. Après, on n'a pas encore enclenché le chronomètre. Oui, je suis étonnée, vous parlez de parking. Normalement, quand on fait des appartements, on est obligé d'avoir un parking par appartement. Ça, c'est le PLU, madame. Mais en fait, ça dépend parfois des... La question, parce que je suis pas sûr. Oui, la question des appartements, où on me dit que normalement, c'est obligé de faire des appartements par appartement. Alors, ça dépend... Parking, pardon. Ça dépend du plan local de l'urbanisme, et ça dépend parfois du... Comment dirais-je? De la destination du bâtiment, sa manière précédente. Donc, nous, on fera de toute façon ce qui est obligatoire. On ne va pas s'affranchir de la loi, je ne crois pas qu'on puisse. Donc on fera ce qui est nécessaire. Mais parfois, certains immeubles, si dans la destination précédente c'était déjà en habitation et qui reste en habitation, vous faites de la rénovation de logements, vous n'avez pas forcément obligatoirement vous n'êtes pas forcément obligé de créer un parking. Donc après, ça dépend aussi de la place qu'on a, de ce qu'on souhaite faire, etc. Donc c'est... La cour est grande quand même. La cour est grande, mais après, je n'ai pas non plus envie de rentrer dans ces considérations trop pratiques maintenant, puisque ces décisions ne sont pas encore prises, et c'est pas moi tout seul qui vais les prendre au micro ce matin. Oui, moi je voulais savoir un peu, avoir un retour d'expérience justement sur la durée. Parce qu'on rentre, voilà, vous avez, mettons, 20 personnes qui vont rentrer, qui auront 70 ans. Elles pourront peut-être faire un peu de bénévolat pendant quelques années. Et puis avec le temps, voilà. Alors, il y a ça, puis il y a le renouvellement, c'est-à-dire est-ce que du coup, c'est vous-même, enfin c'est l'association qui s'occupe de faire appel à d'autres personnes, soit parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être partir en EHPAD, peut-être qu'il y en a qui vont décéder, etc. Et est-ce que du coup, j'allais dire la communauté de vie a quelque chose à dire ou pas dans ce renouvellement? Est-ce qu'on va... Voilà. Mais c'est surtout sur le long terme. Oui, j'ai bien compris votre question. Donc nous, c'est une question qu'on nous a souvent posée. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos... Perpignan, c'est le béguinage le plus ancien qu'on a créé. Il doit avoir 10-12 ans maintenant. Ensuite, il y en a d'autres. Et des maisons d'alliance, la plus ancienne, elle a 2 ans et demi. Donc c'est un tout petit peu plus récent. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà, alors tous les gens qui rentrent, ils rentrent jamais tous à 70 ans. Donc on a une échelle d'âge variée à l'entrée. Et après, au fil du temps, effectivement, il peut y avoir des gens qui décèdent, il peut y avoir des gens qui partent en institution, parce que peut-être qu'on n'est pas en mesure de les garder. Mais en fait, il y a un renouvellement qui se fait
mais c'est jamais tout le monde qui a 95 ans en même temps et qui n'en peut plus en même temps. Ça en tout cas, on n'a jamais vu. Donc, voilà. Ensuite, après, sur la pérennité de la sélection, nous, il est évident, en tant qu'association de maison d'alliance, que tant qu'on s'occupe d'une maison d'alliance, on a un regard sur les personnes qu'on fait rentrer. Donc ça, c'est une discussion qu'on a avec chaque propriétaire. Donc ici, ça serait le diocèse ou le sanctuaire, je ne sais pas à voir. Mais... Donc nous, tant qu'on s'occupe d'une résidence, et a fortiori, quand on mène un projet de maison d'alliance, c'est pour s'en occuper dans le temps long, donc on a une convention qui nous lie avec le propriétaire, et auquel cas, quand il y a des nouvelles personnes qui souhaitent venir, c'est évident qu'on fait attention à ce qu'ils soient dans la même démarche que les premiers qui sont arrivés. Et alors après, il peut y avoir plusieurs choses qui sont faites. On peut leur demander d'aller passer un jour ou 2 jours à la maison d'alliance. On peut demander aux résidents qui les ont rencontrés, c'est-à-dire vous ou d'autres, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez l'impression d'eux. Souvent, on s'arrange aussi pour qu'il y ait un entretien avec le gardien veilleur, avec l'accompagnateur. Enfin, il y a toute une démarche qui n'est pas exactement la même que quand on ouvre la maison, puisque c'est plus un groupe qu'on incorpore, c'est 1 ou 2 personnes. Mais on reste vraiment dans l'idée de se dire, ok, cette personne, il faut qu'elle adhère à ce qui se passe. Voilà. Et ça, on le vérifie de plusieurs manières. Alors, les logements ont leur cuisine équipée. Voilà, donc vous allez retrouver en toute logique une plaque, un four, une hotte. C'est-à-dire que nous, vous avez une salle de bain, comme dans, voilà, avec souvent, c'est toujours d'ailleurs une douche à l'italienne, avec un lavabo, un meuble sous vasque, etc. Et côté cuisine, on a toujours une cuisine équipée, donc avec une plaque, avec des placards, avec une hotte, tout ça étant refait à neuf. Donc vous rentrez dans un appartement qui est d'un logement nu au sens d'un bail classique, mais avec bien sûr une cuisine et avec tout ce qui va bien, quoi. Et les placards peut-être on sait pas. Et alors souvent il y a un placard en 2. Oui, pardon, je repose une question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Chaque résident doit être adhérent à l'association, une adhésion qui est de 39 € par mois, qu'il faut ajouter au loyer. Exactement. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment notre modèle. Il y avait mentionné aussi sur le slide droit d'entrée. Oui, mais ça dépend, ça. En fait, ça, c'est pas forcément figé. En règle générale, parfois, on demande 25 € parce qu'on travaille un petit peu pour assembler les pièces, etc. Mais ça, c'est un coût unique. Le bail, c'est du classique. C'est des bails de droit commun, c'est des bails classiques. À la différence que vous avez quand même dans le bail cette notion de lieu de vie avec un esprit de projet commun, collectif, si tu veux dire. Je n'ai pas compris, c'est un bail indéterminé ou c'est 3 ans? Non, c'est les baux classiques de 369. Est-ce qu'on verra le lieu, le bâtiment avant de partir? Alors, vous pouvez aller voir l'extérieur du bâtiment. Je ne crois pas qu'il soit prévu de visiter l'intérieur du bâtiment. Il est juste à côté. Vous pouvez rentrer dans la cour, c'est le bâtiment Saint-Jean. Vous verrez déjà le beau bâtiment. Voilà. Et il n'y a plus rien pour l'instant là-bas? Ah bah si, il y a quand même toutes les cloisons, toute la manière dont il était agencé avant. Donc, il n'y a plus d'occupants? À ma connaissance, non. Est-ce que vous êtes encore en phase d'analyse des potentiels résidents, ou est-ce que c'est une phase de sondage pour l'instant, ou est-ce que le projet est signé et va se réaliser à coup sûr? On va dire qu'on est un peu entre les deux de ce que vous dites. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on est encore en phase de sondage ou est-ce qu'on est sûr de réaliser le projet? J'ai envie de vous dire qu'il y a de grandes chances que le projet se fasse. Maintenant, je ne veux pas non plus mettre des destinées. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le diocèse a décidé de réaliser une étude pour ce lieu. Donc c'est pas non plus, en principe, quand on se lance là-dedans, c'est qu'on a quand même une idée. Nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça se fasse. Maintenant, après, voilà. Merci pour la question. Oui, on est dans la situation délicate où ça fait 1 an déjà que j'y pense, qu'on y pense, que certains y en ont pensé, etc. Le maire nous disait, voilà. Et donc on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parlez-nous-en, on voudrait savoir. Et justement, on n'a pas grand-chose à dire parce qu'on cherche. Voilà. Et puis le jour où on commence à formuler, c'est aujourd'hui, on formule et on montre. Alors, ça peut bouger. En gros, on donne quand même les perspectives et les critères et les moyens qu'on met en œuvre. Et voilà. Donc, l'idée, c'est véritablement que ça puisse se faire. Voilà.
ça rejoint et l'intuition, le souhait de l'évêque, le nôtre ici, le mien en perso, je peux le dire, et puis celui de la Maison Alliance. Voilà. On a des lieux pour. Il va falloir investir en effet, je ne sais pas quel montage, M. Boer est là, il pourrait nous le dire peut-être, je ne sais pas, mais c'est encore en délibération, donc je ne veux pas anticiper, vous nous dites si vous voulez, j'en sais rien, je ne sais pas. Enfin, il y a du monde derrière, quoi, en gros, hein. On ne fait pas ça en l'air. Et l'idée, c'est en même temps de nourrir, de soutenir Ars, le sanctuaire d'Ars. Si on ne le fait pas maintenant, on le fait quand? Et il y a eu encore du monde jusqu'il y a peu de temps, ça a vaqué dans un sens, dans un autre, etc. Il faut qu'on avance. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Et moi, je serais véritablement très heureux si des gens comme vous, qui êtes soucieux et intéressés par... Je ne fais pas de la réclame, vous le voyez bien, je ne vends rien, c'est fait. Voilà. Mais si ça vous dit, bah, allons-y, quoi. Voilà, tout simplement. Amen. Alors, quelqu'un me disait par la vidéo, si quelques-uns sont intéressés par le projet et sont prêts à répondre éventuellement à une question, parce que vous avez vu qu'il y a des enregistrements, si à l'avenir d'autres questions se posent, on pourra dire tel jour, il s'est passé une réunion à tel endroit, on a avancé jusqu'à tel sujet, d'ailleurs telle et telle personne ont pu témoigner, voilà, c'est aussi intéressant. Quelqu'un voulait poser une question là? Oui. Je voudrais savoir, les 2 ans dont vous avez parlé, ils partent de quand? Ça, c'est une très bonne question. En règle générale, nous, on va rendre là, dans les jours qui viennent, le rapport de notre étude aux instances diocésaines et au sanctuaire. Donc après, charge à eux de prendre leur décision. Et une fois que leur décision est prise, voilà, il faut compter entre 18 mois et 2 ans. Ça dépend. Donc ça doit être, on va dire, 2 ans à partir de dans pas longtemps. Alors, juste avant de répondre à notre question, si des personnes ne sont pas inscrites, qu'elles sont à la réunion et qu'elles sont intéressées, il faudra à la fin qu'elles se manifestent à Elisabeth. Est-ce que vous pouvez lever la main, Elisabeth? Voilà. Pour qu'elles puissent enregistrer leur nom, leur mail et leur téléphone. Voilà. C'est important qu'on puisse communiquer si vous souhaitez le Est-ce qu'on peut retrouver sur quelque part, quand les personnes n'ont pas pu être présentes aujourd'hui? Oui. Sur Internet, vous tapez Maison d'Alliance. D'accord. Pardon? Et vous, sur Google, vous tapez Maison d'Alliance, vous arriverez sur notre site Internet et vous avez tout ce qu'il faut pour envoyer un mail, pour numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Madame. Je suppose qu'il va y avoir un petit groupe pilote pour mener à bien ce projet. À partir de quand ils vont se réunir et à quelle fréquence? Eh bien, ça va dépendre. On ne va pas forcément aller trop vite. En fait, grosso modo, on va laisser les instances diocésaines et du sanctuaire prendre leur temps de la réflexion. À partir du moment où nous, on aura leur go, si on l'a, on commencera à se manifester auprès de vous. Et les personnes qui vont nous répondre, on va commencer les questionnaires, etc. Puis au fur et à mesure, effectivement, vous avez raison, souvent il se constitue un noyau. Et puis après, on verra ensemble la fréquence, etc. En règle générale, c'est pas non plus la peine de foncer dès le début, parce qu'après, vous allez attendre pendant des mois que le permis de construire ceci, que les coups de marteau cela, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on verra au fur et à mesure, on va faire des choses. Combien de maisons d'alliance existent aujourd'hui et combien sont en projet? Alors, à l'heure où je vous parle, on en a 2 qui sont ouvertes, l'une depuis 2 ans et demi, l'autre depuis 1 an et quelques mois. On a 2 autres maisons qui devraient ouvrir en 2023. Donc l'une dont je vous ai parlé tout à l'heure à Belmonte, à Monet. L'autre qui est dans une maison diocésaine, mais je ne souhaite pas encore dire le lieu, mais en tout cas c'est de 2023, puisqu'il n'y a pas de travaux en fait, donc on va tout de suite installer la maison. Donc il y en aurait 2. En 2024, on a les Dominicaines de Montréjean qui font la joie d'accueillir une maison d'alliance dans le sud de l'Haute-Garonne. On a Pamiers qui est un bâtiment qui met à disposition. Donc c'est la maison des œuvres, c'est un beau bâtiment en briques qui va voir une maison d'alliance s'introduire. Et ensuite on a pas mal d'autres projets, mais c'est un peu plus sur le temps long. Donc voilà. Donc pour un T2, si j'ai bien compris, avec les charges, ça fera à peu près 620, 650 euros. Quelque chose comme ça. On me demandait pour un T2, charge comprise, à peu près 600, 620 euros. Je dis oui, c'est quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il y a les 39 euros. Voilà. Donc une famille pourra accueillir ses petits enfants, bien évidemment. Ah ben, vous pouvez recevoir, vous êtes chez vous, hein, donc si vous voulez recevoir des invités, etc., il n'y a aucun problème. Hein. Vous n'avez pas besoin d'envoyer
une lettre recommandée avec un formulaire B2 auparavant. Hein. Vous recevez les gens que vous souhaitez recevoir. C'est comme... Est-ce qu'il y a une salle commune où on peut se réunir? Alors, on demande s'il y a une salle commune où on peut se réunir. Oui, il y a un foyer, hein, bien entendu, et il y a toujours un foyer. Alors, eh ben, on peut éventuellement se rapprocher du CCAS, on peut se rapprocher d'un service d'aide à domicile, on peut, enfin, tout ça, non. Comme... Oui, alors après, nous, on vous aidera, hein, en règle générale, dans ces cas-là, nous, on fait attention, on contacte la famille, on regarde ce qui est possible sur place, on voit comment on peut mettre en place les choses. Monsieur. Vous avez des maisons d'alliance ailleurs, en Bretagne, par exemple. Est-ce qu'on peut savoir où elles sont ces Oui, alors c'est ce que les maisons d'alliance aujourd'hui, il y en a une à Francheville, dans la banlieue ouest de Lyon, qui est dans un cadre paroissial. D'accord? Donc c'est un des lieux de la paroisse de Francheville. C'est un immeuble qui a été construit il y a 2-3 ans maintenant. Celle-ci, elle est à Francheville, dans la banlieue ouest de Lyon. Ensuite, on en a une à Massac-Serran, donc c'est à côté de Lavore. C'est dans le Tarn, vous prenez Toulouse, vous allez à 50 km à l'est. Voilà. Vous en avez à l'ouest, en Bretagne? Non, pas pour le moment. On a des projets, mais on n'a pas encore de... On n'en a pas encore. Si on veut s'installer en loyer, on règle à qui en fait Au propriétaire. Donc au diocèse. Certainement. Après, aujourd'hui, je vous dis, le montage juridique, il est évoqué. Aujourd'hui, c'est aussi en discernement au niveau du diocèse et du sanctuaire, donc il faut leur laisser le temps de voir. Mais dans tous les cas, vous réglez votre loyer au propriétaire. Le dossier papier se prend ici ou forcément sur la... Non, le dossier papier, on vous l'enverra. Et vous pouvez nous appeler. Hein. Monsieur. Mais vous pouvez dire un mot sur la maison d'alliance en général et sur la façon dont on peut participer à votre projet de maison d'alliance autrement qu'en habitant dans les maisons. C'est-à-dire, est-ce que financièrement, est-ce que pas toutes les formes, en étant en travaillant beaucoup Oui, alors après nous, on a des intervenants qui interviennent à Francheville, à Massac-Serran, le gardien veilleur, l'accompagnateur. Après, on a des gens qui peuvent aider, des associations ou autres. Après, on peut aussi aider l'association des maisons d'alliance en faisant un don, éventuellement. Ça, c'est possible. Et après, il y a des gens qui peuvent vivre à côté de la maison d'alliance sans forcément être résident de la maison d'alliance. L'idée étant que nous, que la maison d'alliance puisse rayonner et puisse aussi offrir du réconfort à des gens qui seraient seuls et à côté. Voilà, typiquement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais sur votre site, vous n'évoquez pas le fait de pouvoir participer financièrement autrement que par des dons, c'est-à-dire sous forme d'investissement Alors on ne l'évoque pas parce que chaque lieu est particulier en fait. Aujourd'hui ici, si vous voulez investir, il y a la foncière des maisons d'alliance qui est sur le projet de Belmont-Tramonnais. Après je ne suis pas là pour faire de la pub sur ce projet, mais si jamais vous vous posez cette question, vous pouvez très bien nous contacter par le site et je vous répondrai à votre question, il n'y a aucun souci. Mais après ça dépend des lieux, parce que les lieux où on n'est pas propriétaire, c'est le propriétaire qui fait les travaux, qui n'ouvre pas forcément le capital. Nous, l'idée quand même, l'idée de départ, c'est que les lieux qui nous reçoivent, qui sont souvent des congrégations, des diocèses, continuent à rester les propriétaires du lieu et qu'on installe Maison d'Alliance et qu'on retrouve de l'usage à des bâtiments qui n'en ont plus, qu'on aide éventuellement, qu'on puisse apporter quelques bénévoles, etc. Enfin, que ça recrée de la vie à un endroit où il y en a moins, il n'y en a plus. Donc, nous, notre objectif, c'est clairement pas d'être propriétaire. Maintenant, parfois, il y a des lieux où, pour une raison ou pour une autre, la congrégation qui accueille n'a pas forcément les moyens ou ne souhaite pas pour une raison ou pour une autre. Et donc, dans ce cas-là, on a la foncière de Maison d'Alliance qui peut intervenir. Aujourd'hui, elle n'intervient que sur un projet, c'est celui de l'abbaye de la Rochette. Mais après, c'est un peu un joker. Donc, après, vous pourrez m'appeler, on pourra en parler. Oui, parce que justement, Non, il n'y a pas de vente d'appartement, puisque quand la foncière intervient, elle prend bail à temps long, dans un bail à construction, toujours l'antique de ne pas devenir propriétaire du lieu. On ne se l'interdit pas, mais c'est pas quelque chose qu'on souhaite à un moment donné. Et justement, en cas de vente des lieux par le propriétaire, juridiquement, comment ça se passe? Mais comme un bail classique.
Si toutefois... Vous avez quand même il y a quand même Non, vous avez quand même un rôle en tant qu'association. Oui, on a un rôle. Après, alors là, on rentre vraiment dans des détails. Normalement, on est quand même sur des bâtiments religieux avec une pérennité. Donc, en règle générale, ce cas ne se produit pas, très concrètement. S'il devait se produire, ça se produirait comme c'est prévu dans la loi. Donc, certainement que la convention sera arrêtée avec l'association, que le propriétaire vous préviendrait suffisamment en amont pour que vous puissiez assister le logement, etc. Mais ce n'est pas des cas qui se produisent. Très clairement, aujourd'hui, nous, les diocèses et les congrégations qui nous appellent, qui veulent nous faire venir, sont dans une démarche de continuité. Hein, donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a combien de studios LPG? Alors, il y a 18 logements. De mémoire, il y a 2 T3. Je crois qu'il y a 4 ou 5 T1 et le reste de T2. Il y a 2 T3, je dirais 4 T1 et le reste de T2. De mémoire. Hein. T1, c'est le studio? Oui. Donc, c'est cuisine, chambre? Le T1, c'est une pièce de vie avec une cuisine équipée et une hotte au centre, souvent sur un des pans des murs. Donc ça, c'est un T1, donc vous avez tout dans la même pièce, hein, T1. T2, vous avez la pièce de vie, donc avec la cuisine et le salon, plus une chambre. Et T3, vous avez 7 pièces de vie, plus 2 chambres. Monsieur. Est-ce qu'on pouvait avoir un exemple de charte entre les résidents et l'association? Oui, je pourrais vous envoyer ça. Il faudrait juste nous envoyer un petit mail, on vous enverra ça. Pas de souci. Bien sûr. De toute façon, la charte de vie, pour nous, c'est un peu un temps fort, on va dire, avec le groupe. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans le moment où le groupe est constitué, etc. Mais dire après, assez vite, c'est quelque chose qui ça fait partie du travail une fois que le groupe est constitué. Madame. Tout à l'heure, vous avez parlé de la maison d'alliance. C'est souvent des bâtiments, on va dire des évêchés. Des bâtiments religieux, oui. Religieux, pardon. Mais vous avez dit que vous avez aussi d'autres maisons d'alliance qui ne sont pas dans des bâtiments. Oui. En fait, mes associés font des béguinages. Je vais essayer de faire très court parce qu'on ne va pas y passer. C'est un cheminement qui a mis 10 ans, donc je vais essayer d'être plus bref que ça. En fait, quand ils ont recréé les béguinages il y a une dizaine d'années, ils l'ont fait dans un esprit plutôt catho, en se disant tiens, mais on va faire des béguinages, etc. Ok, et puis il y a deux événements qui ont fait qu'on a, on va dire, scindé le modèle. Le premier, c'est que parmi le public accueilli, vous avez des gens qui vont, qui disaient voilà, le projet de vie c'est super, génial, machin. Bon, moi je vais à la messe Noël, Pâques et Rameaux, pour le reste vous me foutez la peine. Et puis vous avez les mêmes personnes, à peu près, qui disent le projet de vie c'est génial, bon par contre, alors le chapelet c'est à quelle heure tous les jours et donc, clairement on avait des attentes différentes en termes de public. Donc ça c'est quelque chose qui revenait souvent et qui était un peu un problème, c'était un peu une épine dans la chaussure et faire cohabiter des gens qui n'avaient pas forcément le même projet de vie. Alors après vous avez entre guillemets le groupe des cathos qui disent oui mais alors eux ils prient jamais, etc. Puis vous avez d'autres qui disent oui mais vous nous cassez des pieds avec leur enfant. Donc on s'est dit que c'était une meilleure chose éventuellement de scinder les deux projets. Et l'autre chose aussi c'est que c'est des projets qui nécessitent des capitaux importants. Vous avez vu la taille des bâtiments. Et du coup, mes associés ont cherché des investisseurs. Et ils ont trouvé notamment le fonds Amundi qui leur a dit nous, on veut bien financer vos béguinages, ça nous plaît, c'est dans l'air du temps. Par contre, on veut bien aller sur de la valeur chrétienne, mais on n'ira pas sur des immobiliers chrétiens avec un vrai projet de vie chrétien. Pour une raison assez simple, c'est que le groupe dont je parle collecte l'épargne salariale des Français, qui sont pour certains catholiques, mais pour d'autres athées, pour d'autres musulmans, pour d'autres bouddhistes, pour d'autres. Donc ils ont dit, comme tout le monde, on ne veut pas se mouiller, etc. Donc à l'arrivée, ils se sont dit, c'est quand même dommage, il y a plein de gens qui souhaitent vivre au béguinage, on n'a pas forcément les moyens. Et puis on a des gens qui veulent un vrai projet de vie catholique, et puis d'autres
qui n'en veulent pas. Donc ils ont centré les béguinages sur un projet qu'on va dire profane, qui a exactement le même cheminement, c'est au niveau du projet de vie. Là c'est que du neuf, hein, donc c'est de la construction, le logement neuf, etc. Et les maisons d'alliance qui eux ont la même base du projet de vie, qui bénéficient de l'expérience des béguinages, puisqu'en fait il y a quand même 8 ans de plus d'expérience de leur côté. On est dans les mêmes locaux, hein, c'est les mêmes associés. Et là pour le coup on va aller se positionner et rencontrer des diocèses et congrégations qui souhaitent pouvoir continuer à rester sur place et qui ont des bâtiments disponibles. Et on sait que, par expérience qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de pouvoir vivre leur vieux jour, si je puis m'exprimer comme ça, à l'ombre du clocher. Voilà. Donc voilà pourquoi on a un petit peu scindé là. La vision, ça s'appelle comment la deuxième partie? Le béguinage. Ah, que le béguinage. Vivre en béguinage. Comment? Vivre en béguinage. D'accord. Nous sommes tout simplement au centre d'un sanctuaire. Donc ça donne l'atmosphère. Ça n'exclut personne, évidemment, mais ça requiert de la part de l'interlocuteur qui viendrait frapper à la porte de savoir quand même à quelle porte il frappe. Voilà, c'est une part de cohérence. Voilà. Un dérapage en route, ça peut toujours exister, bah, c'est digéré, on essaye de l'assumer comme tel. Mais quelqu'un qui vient, je pense qu'il vient dans le centre. Mais... Vous savez que le bâtiment à feuillet de vendu, où on s'est posé des questions, ça répond à votre question, l'évêque évidemment, et le recteur évidemment, on dit non. C'est dans le sanctuaire. Même si structurellement parlant, c'est sur une propriété du diocèse sanctuaire, d'accord, mais c'est pas dans l'église. Mais c'est pas pour rien qu'on touche la chapelle du cœur, qu'on touche... voilà. Que quelqu'un qui serait en marche par rapport à ça et qui tous les jours croiserait la chapelle du cœur, c'est lui qui aurait l'urticaire. Voilà. Les bâtiments en face de la maison Saint-Jean, ils seront pas... Justement, dans l'espace Saint-Jean, nous gardons la salle d'en face pour une entrée d'aumônerie, une entrée de groupe, qui évidemment peut servir pour une réunion des 20 personnes qui sont habitants de la maison. Et donc, il disait, ce qui est dans le projet à l'heure actuelle, nous espérons pouvoir le réaliser, c'est de faire un oratoire à cet endroit. Et donc, on a juste à traverser la courette et on a un oratoire en face. Par exemple. Là, vous voyez, donc il y a à la fois une autonomie des lieux, une complémentarité des lieux, et puis ce qui ça requiert de la part de tout le monde, c'est de la cohérence de vie, quoi. Tout simplement. Voilà. Bien, bah écoutez, je sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc surtout, pour les personnes qui ne se seraient pas inscrites, n'hésitez pas à aller voir Elisabeth, qu'elle puisse prendre vos coordonnées. Et donc on enverra à chacun, à chacune, un mail, et ceux pour qui on n'a pas le mail, on passera un petit coup de téléphone pour savoir si vous souhaitez vous inscrire dans le projet. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Merci.